Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Dr Serge Affili et bienvenue dans l'émission Les Africains d'Amérique. Aux États-Unis, que vous soyez travailleur, étudiant, entrepreneur, sans papier ou sans emploi, l'État américain vous oblige à faire une déclaration d'impôt. Cette déclaration doit être faite avant le 15 avril de chaque année sous peine d'amende. Dans certains cas, refuser ou omettre de déclarer ses impôts peut conduire à des peines d'emprisonnement. Pour nombreux immigrants africains vivant aux États-Unis, faire soi-même sa déclaration de revenus ou sa déclaration d'impôts peut s'avérer être une procédure intimidante, complexe et parfois incompréhensible, car une déclaration de revenus mal faite peut avoir des conséquences financières désastreuses. Il est donc important, dans certains cas, de faire appel à un spécialiste du milieu. Pour parler du système d'imposition aux États-Unis, je reçois M. Ali Silla, qui dirige depuis plus de 10 ans un cabinet spécialisé dans la déclaration de revenus. Chaque année, il assiste près de 300 clients à faire leurs impôts. Bonjour Ali Silla. Bonjour Serge, comment allez-vous? Je vais très bien. Merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. C'était un grand plaisir de vous avoir sur ma plateforme, étant donné que nous sommes à un mois de la date finale de la déclaration d'impôt du IRS ici aux États-Unis. Alors, vous êtes dans le domaine des impôts depuis 2010. Racontez-nous un peu comment vous en êtes arrivé à choisir cette profession. Oh, merci Serge avant tout de me recevoir dans votre émission. En fait, tout est parti de 2005 quand j'ai eu affaire avec une de mes collègues kenyans qui était déjà dans le domaine, qui m'a proposé de faire mes taxes. Okay. Donc, de là, j'ai essayé de comprendre plus en ce qui concerne les taxes. Parce que, étant quelqu'un qui est intéressé dans le domaine financier, j'étais plus curieux de voir, en fait, les taxes, qu'est-ce que ça pouvait m'apporter en connaissance et autres. Et puis, bon, bien sûr, probablement en carrière. Donc, après cette prise de contact avec cette dernière, j'ai été avec H&R Block, qui est une grande compagnie de taxes. Voilà, j'ai fait une formation avec eux en 2006. Après la formation, j'ai obtenu un certificat qui m'autorisait maintenant à faire les taxes pour les gens. Et bon, c'est de là que tout est parti. Okay. Alors, vous êtes ce qu'on appelle un certified tax professional. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement et c'est quoi la différence avec un CPA? OK. Le Certified Tax Professional, c'est celui qui a d'abord un certificat pour pouvoir faire les taxes pour le public et qui peut être embauché par l'une de ces grandes compagnies, en l'occurrence H&R Block, Jackson Hewitt, Liberty Tax et même les TurboTax en ligne. Voilà, donc avec ce certificat, maintenant vous pouvez exercer dans l'industrie des taxes. Maintenant, comme on devient professionnel, c'est votre manière d'approcher le business des taxes, c'est-à-dire est-ce que vous êtes dévoué, vous voulez faire de cela une carrière ou c'est juste quelque chose d'une fois en passant. Voilà. Donc, le professionnel, c'est celui qui exerce le métier de tax agent, comme on nous appelle, à plein temps. Voilà, donc c'est ce qui fait du Certified Tax Professional, ce qu'il est, en fait, par son dévouement et aussi par sa connaissance éventuellement. Il ne peut pas être tax professionnel n'importe qui, il faut vraiment avoir une certaine connaissance. Il faut aussi, ensuite, il y a des, je ne dirais pas syndicats, mais il y a des associations des tax professionals, voilà, auxquels vous pouvez adhérer, je veux dire, et qui vont vous aider à vous établir mieux si jamais vous êtes intéressé à aller à votre propre compte, comme c'est mon cas. Et bon, voilà plus ou moins la définition, je dirais, du Certified Tax Professional. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du fait que n'importe qui ne peut pas devenir
Certified Tax Professional. Pouvez-vous nous parler un peu de la qualification ou bien du cursus qu'il faut suivre pour devenir Certified Tax Professional? Je sais que vous avez fait des études universitaires, vous avez étudié la finance. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours universitaire pour devenir Certified Tax Professional? OK. Oui, j'ai obtenu un bachelor en comptabilité avec l'Université de Houston Downtown. Bon, j'ai aussi obtenu le certificat de formation avec H&R Block en 2006. Donc, la combinaison de ces deux, le diplôme et le certificat, m'ont beaucoup apporté dans l'industrie des taxes. Néanmoins, juste les diplômes ne feront pas l'affaire. Il faut la pratique. La pratique sur le terrain qui vraiment déterminera si vous avez les capacités pour prospérer dans cette industrie ou pas. Et bon, particulièrement, moi, il y a d'abord les certificats de H&R Block, le diplôme universitaire avec l'Université de Houston, et aussi il faut t'enregistrer avec l'IRS, l'agence fédérale qui gouverne les taxes ici aux États-Unis. Voilà, il faut obtenir un numéro qu'on appelle IFIN. Okay, ça, c'est l'Electronic Filing Identification Number, qui vous donne la licence, je dirais, de pouvoir faire les tâches pour un nombre vraiment illimité de personnes. Voilà, donc vous avez maintenant la licence d'acquérir un logiciel professionnel avec lequel vous pouvez maintenant faire autant de tax returns que possible. Sans ce numéro, vous avez des limitations, c'est-à-dire vous ne pouvez pas faire plus de 3 à 5 tax returns dans l'année. Donc, les gens peuvent le faire de côté en aidant les membres de la famille et autres, mais ce ne sera pas enregistré en leur nom. Ce serait juste comme des tax returns génériques, je dirais. Voilà, il n'y a pas de nom de compagnie, il y a pas de, il y a un autre numéro qu'on appelle le PTIN. Voilà, ça c'est le Preparer Tax Identification Number. Donc, tous ces numéros-là vont vous identifier auprès de l'agence fédérale IRS qui a un système pour pouvoir contrôler ou surveiller la performance de toute personne qui a la licence de pouvoir faire autant de taxes, de pouvoir détecter les failles ou potentiellement même des fraudes. Voilà. Donc, c'est la combinaison de tout ça qui fait de quelqu'un tax professional, parce que j'en connais qui ont le certificat ou bien le diplôme universitaire en comptabilité. Mais bon, ça ne fait pas de professionnels. Vous parliez tout à l'heure d'avoir la possibilité de travailler avec plusieurs personnes et faire leurs taxes. Je tiens à rappeler à nos auditeurs que vous êtes gérant d'une agence et vous avez votre propre business qui est Sila Tax, où vous faites Sila Tax Services, où vous faites des taxes pour les gens moyennant des fonds. Et donc, je tiens aussi à informer aux auditeurs que ceux qui suivent le direct aujourd'hui et qui aimeraient avoir des taxes faites par vos services peuvent vous contacter. Je vais aussi leur dire qu'ils peuvent écrire leur nom soit sur la page Facebook ou YouTube pour être tirés au sort, parce que on va tirer 3 personnes au sort qui pourront avoir leurs taxes faites par Alice Sila Services. Merci encore une fois d'avoir accepté cette proposition. Alors, donc, tout à l'heure, vous parliez du fait que vous travaillez avec plusieurs personnes. Racontez un peu vos débuts dans l'émission au départ. Vous me parlez du fait que, quand on préparait l'émission, vous parlez du fait que vous avez commencé avec très peu de clients pour vous retrouver aujourd'hui avec plus de 300 clients avec qui vous travaillez chaque année. Racontez un peu vos débuts. OK. Comme, initialement, j'avais personne. Donc, je voulais même travailler pour H&R Block après l'obtention du certificat en 2006. La collègue en question, la Kenyane, qui m'a plus ou moins introduit dans le domaine des taxes, m'a conseillé d'essayer d'être à mon propre compte que de travailler pour une autre compagnie. Bon, je me suis dit, mais comment je vais faire? Je n'ai pas de clients.
Elle dit, ben, il va falloir chercher les clients. Je dis, comment faire? Tu en parles aux gens, ce que j'ai fait, mais pas automatiquement parce que je voulais d'abord me rassurer que j'étais bien dans le domaine des taxes parce qu'il y a beaucoup de questions, c'est un domaine très vaste. Donc, il faut vraiment être bien assis avant de pouvoir communiquer avec d'autres clients parce que une erreur peut leur coûter cher. Voilà, il peut te voir beaucoup d'argent et ainsi de suite. Donc, ça m'a pris au moins 2 ans comme ça pour essayer de faire mes propres tâches parce que je ne faisais pas mes propres tâches. Donc, quand j'ai commencé à faire les miennes, OK, j'ai fait aussi pour mon cousin. Il y a un cousin qui est ici à Houston et un autre ami. Et bon, là, j'ai commencé à voir un peu plus de conviction en mes capacités, voilà, de pouvoir aller maintenant dans un marché plus vaste pour approcher d'autres personnes. Et voilà, donc, à partir de 2010, j'ai commencé à en parler aux gens. J'ai envoyé des messages à près d'une centaine de personnes. Et voilà, bon, voilà, tout confiant, je me suis dit, bon, ça, c'est moins une centaine de personnes. On me fera signe. Bon, il y en a qui m'ont appelé, qui m'ont répondu, mais à la fin, je n'ai eu que 2 personnes. Donc, la première année, quand vous commencez votre business, vous faites tout ce qu'il y a à faire, vous faites l'enregistrement au de l'ARS et tout ça. Bon, vous avez une centaine d'amis dans vos comptes Facebook et tout ça. Vous dites, écoutez, je lance mon business de taxes, venez faire vos taxes avec moi. Et sur ces 100 ou 200 personnes que vous contactez, seulement 2 personnes vous font confiance? Oui, absolument, parce que je n'avais aucune crédibilité en fait. Bon, OK, on me connaît, Alice, là, bon, mais on ne te connaît pas en tant que quelqu'un des taxes. Oui, bon, tu dis que tu as fait une formation. OK, mais bon. Voilà. Donc, ce qui m'a aidé, en fait, c'est après l'obtention du bachelor degree en comptabilité, qui a renforcé un peu ma crédibilité auprès des gens. Voilà, la deuxième année, je dirais en 2011, que j'ai pu faire une meilleure publicité de ma personne d'abord, voilà, pour que les gens sachent que je sais de quoi je parle et que je peux faire les taxes. Voilà, donc ça m'a aidé. Et là, d'autres personnes m'ont donné leurs taxes à faire, surtout des jeunes étudiants ivoiriens qui étaient là. Et leur milieu m'a beaucoup aidé dans mes débuts parce qu'ils ne savaient même pas qu'ils pouvaient faire les taxes en fait. Et voilà, quand j'ai approché un ou deux, ils en ont parlé à des amis et ainsi de suite. En plus de ma crédibilité ou de mes diplômes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai offert une sorte de commission aux gens, de $25, voilà, pour ceux qui me référeront d'autres personnes pour venir faire les taxes avec moi. Et ça a encouragé les gens. Et de là que le nombre a commencé à monter. Et bon, ce n'est pas ça seulement, aussi le fait de pouvoir vraiment faire les tâches comme il se doit et de, bien sûr, leur trouver autant d'argent que possible. Aussi a été, comment dirais-je, quelque chose qui m'a aidé au début. Voilà, les gens avaient confiance en moi, que je pouvais les trouver autant que possible. Et aussi avec les informations, parce que c'est une question il y a beaucoup d'informations personnelles dans le domaine des taxes, dont les gens doivent te faire confiance. Voilà, ainsi de suite. Voilà. Okay. Alors, vous parliez tout à l'heure aussi du fait qu'il y a des étudiants qui vous contactaient, qui ne savaient pas, qu'il fallait faire les taxes et tout ça. Il y a beaucoup d'informations et de fausses informations qui circulent sur la toile en ce qui concerne qui doit faire des taxes. Aux États-Unis, que dit la loi en ce qui concerne que ce soit les sans-papiers, les immigrants, les étudiants, les travailleurs, qui doit faire ces taxes aux États-Unis? OK, très bonne question. En fait, ici aux États-Unis, n'importe qui a un revenu doit faire cette déclaration. Peu importe qui tu es, que tu sois américain, que tu sois résident permanent, que tu sois étudiant, ou même, comme dirais-je, sans papier.
Donc, le système que l'agence fédérale ARS a créé, c'est d'octroyer un numéro qu'on appelle le IT number aux personnes qui n'ont aucun papier aussi aux États-Unis pour les encourager à faire les déclarations fiscales. Et donc, je ne sais pas exactement ce qu'on dit, mais n'importe qui ici, sans exception, une fois que tu as un revenu, tu dois faire la déclaration auprès des IRS. Donc, quelqu'un qui a par exemple un petit commerce en ligne de vente d'attiqués, qui fait venir de la Côte d'Ivoire pour, je sais pas, le vendre à des amis, le revenu qui est généré avec, par cette activité doit être déclaré à l'IRS? Est-ce qu'il y a une limite sur le revenu? Oh non, surtout pour des gens qui sont à leur propre compte, il n'y a même pas, il y a pas de limite. Bon, pour des gens qui sont employés des compagnies, il y a une sorte de limite, mais elle n'est pas encore précise. Okay? Elle n'est pas vraiment précise, je dirais. Bon, tantôt, c'est $600 qu'on te fasse une déclaration officielle. Par exemple, pour ceux qui travaillent pour les Uber et autres, ils ne vont pas faire déclaration si le revenu est moins de $600. Ce qui veut dire que tu n'es pas obligé de faire les taxes. Mais si tu reçois les W2, par exemple, voilà, les W2, ça dépend je dirais plutôt environ $10,000, par exemple, parce que $10,000 n'est pas taxé. Dans les taxes, quand tu as W2, que tu gagnes $10,000 ou moins, tu ne seras pas taxé quand tu fais les tax returns. Donc, c'est ton choix de faire les déclarations parce que tu as déjà, entre-temps, la personne en question a déjà payé le Medicare tax et puis le Social Security tax qui sont obligatoires. Néanmoins, le Federal Income Tax n'est pas obligatoire en fonction du revenu. Donc, le revenu de moins de $10,000, la personne a le choix de faire ses déclarations fiscales parce qu'ils ont déjà payé la partie la plus importante, qui est le Medicare et le Social Security Tax. Donc, et ça, c'est pour une personne. Maintenant, il y a des couples, ainsi de suite. Il n'y a pas vraiment de définition parfaite en ce qui concerne qui peut faire les tâches, qui ne peut pas faire les tâches. Ma recommandation, c'est de tout de suite faire les déclarations. Parce qu'on n'est jamais sûr de ce qui peut se passer avec l'ARS. Voilà. Il y en a qui décident de ne pas faire les déclarations parce qu'ils n'ont pas gagné beaucoup. On ne sait jamais. Donc, ce qui veut dire, par exemple, on prend un exemple, Serge, qui est aujourd'hui professeur à l'université, qui a un travail et qui a un W2 qui reçoit, qui est en fait une position chaque mois. Et si je décide, par exemple, de faire une petite activité parallèle, qui est peut-être la vente d'attiqués, que je fais venir de Côte d'Ivoire, pas en tant que business officiel, est-ce que je dois déclarer ces revenus-là dans l'ARS, techniquement? OK, techniquement, vous faites des achats en Côte d'Ivoire et la marchandise vient aux États-Unis ici. Vous pouvez la revendre. Voilà. Le bénéfice que vous faites sur la vente de la ticket, vous devez le déclarer dans les taxes. Ça, c'est le bénéfice. Parce que vous avez acheté, par exemple, à $5,000 et vous le revendez à $5,000. Vous ne devez pas de taxes. Néanmoins, le fait d'avoir même seulement, comment dirais-je, reçu un revenu ici aux États-Unis, automatiquement, vous devez faire la déclaration. Bénéfice ou sans bénéfice, vous allez faire la déclaration. À la fin, vous n'aurez pas de bénéfice parce que vous avez dépensé $5,000 et pour encaisser $5,000, et donc vous ne devez pas de taxes. Néanmoins, la déclaration, et vous devez le faire parce que sinon, les ARS assumera que vous essayez de cacher quelque chose, comment ils appellent, les tax evasion. Voilà, vous ne faites pas vos déclarations, donc il y a des taxes à payer que vous ne voulez pas payer. Voilà. Donc, toujours faire les déclarations. Est-ce que parlez-nous un peu des avantages fiscaux qui existent aux États-Unis quand on est entrepreneur, que peut-être la majorité des immigrants africains ne connaissent pas? Est-ce qu'il existe quelques avantages fiscaux?
en tant qu'entrepreneur. Oui, en tant qu'entrepreneur. Bon, l'avantage, c'est que en tant qu'entrepreneur, vous avez la possibilité de déclarer des dépenses pour pouvoir réduire vos revenus autant que possible. OK? Bon, c'est un couteau à double tranchant. Plus de déclarations vous faites pour réduire votre revenu et moins de revenus vous avez. Et ces revenus-là peuvent vous servir plus tard à obtenir des prêts, par exemple, auprès des banques, pour pouvoir acheter une maison ou bien pour pouvoir commencer un business. Voilà. Mais l'avantage principal quand vous êtes entrepreneur, ici au niveau fiscal, c'est que vous avez cette possibilité de ne pas faire, de faire votre déclaration néanmoins au niveau du revenu, mais aussi de faire toute déclaration que possible au niveau des dépenses pour pouvoir réduire votre revenu. Disons, quelqu'un qui fait $100,000, voilà, ils seront taxés sur les $100,000 s'ils ne font pas de déclaration au niveau des dépenses. Voilà. Donc, à la fin, quand ils font les calculs, ils peuvent s'avérer qu'ils ont accumulé des dépenses d'environ $50,000, par exemple. Donc, ils passent de $100,000 à $50,000 qui seront maintenant taxés. Contrairement à quelqu'un qui a un W2, $100,000 et $100,000. Il n'y a pas de possibilité de réduire ça, à moins que vous ayez une affaire de côté. Voilà, comme on dit là, en anglais, side business, qui peut vous aider à faire des déclarations au niveau des dépenses pour réduire ce revenu de $100,000. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de déduction, ce qui est communément appelé aux États-Unis tax write-off. Alors, parlez-nous un peu, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples précis de tax write-off? Voilà. Il y a les write-off, comme on les appelle, les déductions. Il y a le côté personnel et il y a le côté professionnel. Voilà. Le côté personnel, voilà, le IRS, l'agence fédérale, automatiquement vous donne une somme à déclarer sur votre tax return en fonction de votre statut social, si vous êtes marié, vous êtes célibataire, vous avez des enfants ou pas. Et voilà, la somme varie en fonction du statut social pour pouvoir déclarer ça sur vos taxes. Et cette somme va diminuer votre taxable income, ce qui est, il y a le revenu total, mais quand vous faites votre taxe, il ne vous taxe pas sur le revenu total, il vous taxe sur le taxable income qui vient après les deductions. Voilà. Donc, mais vous, à votre niveau, si vous pensez que les deductions qu'on vous a données ne sont pas suffisants par rapport à ce que vous avez accumulé durant l'année, vous avez l'option maintenant de IRMA, ça s'appelle ça IRMA, c'est-à-dire détailler en fait ces deductions. Maintenant, au niveau personnel, bon, par exemple, les taxes que vous payez sur les maisons, voilà, ensuite l'intérêt sur le prêt bancaire pour l'achat des maisons et l'éducation, par exemple, ce que vous dépensez au niveau de l'école, vous recevez tout ça en déduction sur vos taxes, ce qui réduit complètement, enfin pas complètement, ce qui réduit considérablement votre taxable income en fonction du montant que vous déclarez. Au niveau professionnel, c'est un domaine plus vaste. Vous pouvez faire autant de déclarations que possible qui rentrent dans votre, dans votre ligne de comment dirais-je, de faire votre business, je dirais, c'est le mot qui est exact, mais tout ce qui vous aide à pouvoir faire votre business est une deduction, okay? Une déduction. Mais, le portable, par exemple, la facture de portable, vous pouvez déduire ça. La nourriture, vous avez rendez-vous à un client, vous allez dans un restaurant, la facture, vous pouvez la déduire parce que c'est dans le compte de vos affaires. Voilà, la voiture. En tout cas, c'est un domaine tellement vaste au niveau professionnel que, comme vous l'avez demandé plutôt au niveau des entrepreneurs ici, les avantages. Et tout ça, là, ça fait partie des avantages pour pouvoir réduire au maximum les taxable income.
Okay. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de factures de téléphone, de nourriture. J'ai lu un peu en faisant mes recherches qu'il y a certaines personnes qui, par exemple, mettaient leur voiture personnelle dans les taxes. Est-ce que c'est quelque chose qui est conseillé ou il y a des exemples précis dans lesquels ces cas-là pourraient marcher? Non, si c'est au niveau personnel, ce n'est pas déclarable. Non, on ne peut pas déclarer la voiture dans les taxes quand c'est au plan personnel. Comme je l'ai dit tantôt, si c'est au niveau des affaires, si vous êtes entrepreneur, oui. Donc, si vous êtes entrepreneur, que vous achetez une voiture pour faire les courses qui sont en rapport avec le business, le paiement ou le carburant que vous payez chaque semaine ou chaque mois peut être utilisé, comptabilisé, déduit de vos taxes. Okay. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon, ça dépend aussi de l'utilisation du véhicule. Ouais. Voilà. Si vous l'utilisez constamment pour les affaires, et vous avez l'option de déduire pratiquement 100% des dépenses de la voiture. Néanmoins, si vous l'utilisez seulement par occasion, donc vous devez faire cette comptabilité-là pour savoir le pourcentage à déduire. Donc, je tiens à rappeler à ceux qui nous prennent en marche que je suis avec M. Ali Silla, qui est Certified Tax Professional, qui est basé à Houston, ici aux États-Unis. Et aujourd'hui, nous parlons du système d'imposition aux États-Unis. Alors, récemment, c'est-à-dire la semaine dernière, le gouvernement américain, l'administration Joe Biden, a signé un stimulus de 1,9 trillion de dollars. Ouais. Donc, et les familles vont recevoir des chèques. Donc, pour nous parler un peu de ce stimulus et comment cela va impacter les impôts, les déclarations d'impôts des uns et des autres. OK. Dans un premier temps, tous ceux qui ont les revenus qui rentrent dans dans l'accord qu'ils ont signé, c'est-à-dire la limitation des revenus, toute personne qui remplit les conditions recevront 1400. Voilà, sans exception, 1400 par personne, inclus les enfants et même les parents qui sont sous la charge, qui sont sous votre charge. Le premier stimulus qu'ils avaient fait passer, il y avait une limitation d'âge qui était de 16 ans. Mais cette fois-ci, n'importe qui, du moment que vous faites partie des taxes, vous allez recevoir la somme de 1400. Voilà. Et ça, c'est un paiement, c'est un seul paiement. Voilà. Donc, ce ne sera pas un paiement qui va revenir constamment. Non, c'est juste une fois. Et je peux poser une question. Là, si vous avez une famille de 3 personnes, c'est-à-dire monsieur, madame qui travaillent et avec 1 ou 2 enfants, la famille reçoit 1400 ou chacun reçoit 1400? Chacun reçoit 1400. Donc, vous allez faire la multiplication. Voilà. OK. Donc, ça va faire de 5 000 $. Voilà, multiplié par 3, 4, peu importe le nombre, il n'y a pas de nombre limité non plus. Peu importe le nombre de personnes dans les tâches. Il y en a qui ont, 5, 6 enfants. Hein. Oui, chacun va recevoir. Voilà, donc ils seront tous payés 1400. Et voilà. Ça, c'est le premier élément. Il y a le deuxième élément qui est au niveau de ceux qui ont reçu le unemployment chèque, c'est-à-dire qui étaient au chômage, qui ont été payés. Voilà, dans les déclarations, initialement, le revenu était taxé. Ouais. OK? Mais bon, avec la nouvelle loi qui est passée, ils ne vont pas taxer les premiers 10 200 $. Okay. Donc, si vous avez fait 10 200, quand vous avez payé en tant que dans le chômage, eh bien, vous n'allez pas devoir des taxes sur ce revenu. Okay. Mais si ce n'était pas le cas, vous alliez payer 1500 $ sur les 10 200. Donc, ça fait une grande différence. Voilà. Donc, il y a ça aussi. Maintenant, pour ceux qui ont déjà filé les taxes, qui ont déjà fait les taxes et qui n'ont pas bénéficié de ce nouveau programme-là au niveau de ceux qui étaient au chômage, ils ont l'opportunité, je dirais, de refaire les taxes
pour pouvoir recevoir les tâches qu'ils ont payées déjà en retour. Bon, il y a des membres du Sénat qui demandent à ARS de faciliter la tâche, puis de refaire encore. Pourquoi ne pas trouver une solution pour juste leur rembourser voilà, cette somme-là qu'ils ont déjà payée sur le revenu, les tâches qu'ils ont déjà payées. Et bon, le troisième élément qui est important à souligner, c'est au niveau des Child Tax Credit, c'est-à-dire toute personne qui déclare des enfants. Et là, il y a une limitation d'âge là qui est jusqu'à 17 ans. Voilà. Donc, du nouveau-né jusqu'à 6 ans, ils recevront 3 600. Voilà. Mais ça, c'est une avance en fait. Ce n'est pas pour cette année, c'est pour l'année prochaine en fait. Donc, c'est une avance sur les taxes de l'année prochaine pour pouvoir aider les gens encore à cause de la pandémie qui prévoit actuellement. Maintenant, de 6 ans à 17 ans, vous recevrez $3 000 par enfant. Voilà, $3 000. Mais ce ne sera pas un seul paiement, ce sera sur plusieurs paiements à partir du mois de juillet. Voilà, à partir du mois de juillet. Et aussi, ce ne sera pas la somme totale, ce sera la moitié. Donc, vous allez faire le calcul, vous allez prendre 6 mois. Ils vont payer les 6 mois jusqu'à l'année prochaine. Et les autres 6 paiements qui restent seront inclus dans vos taxes de l'année prochaine. Voilà. Bon, ça, c'est au niveau individuel. Il y a aussi des trucs, il y a des avantages au niveau des taxes, des business qui est un peu compliqué. Par exemple, tous ceux qui ont eu à payer des employés qui ont dû quitter le boulot parce qu'ils ont contracté le virus. Voilà, tout ça, c'est remboursable. Si moi, en tant que propriétaire d'une compagnie, j'ai mon employé qui n'a pas pu venir au travail parce qu'il a contracté le virus, ou bien un de ses parents qui a contracté le virus, j'ai payé parce que, comme ils appellent ça, comment on appelle ça, sick leave, leave of absence, sick. Bon, ça, tu le payes, mais le gouvernement va vous rembourser cette somme-là que vous avez payée. Donc, ça, c'est un avantage aussi pour les business owners, pour les entrepreneurs qui ont des employés qui ont eu à quitter le boulot à cause du COVID. Ok, très bien. C'est un domaine assez compliqué, donc parler à un expert comme Alice, là, c'est vraiment rafraîchissant de pouvoir avoir toutes ces informations. Alors, je sais que vous avez travaillé depuis une dizaine d'années, vous êtes au Texas. Disons par exemple, comment fonctionnent vos services? Est-ce que vous travaillez exclusivement avec les gens qui sont dans votre zone de Houston, le Texas, ou vous travaillez avec toute personne qui vit sur le territoire américain? Ok. Oui, je travaille avec toute personne sur le territoire américain. J'ai des clients en Californie, en New York, en Arizona, en Idaho, North Dakota, en Georgie. En fait, un peu partout. Je n'ai pas de limite. Voilà, les taxes, il y a le côté fédéral et il y a le côté des États aussi. Voilà. Il y a 9 États aux États-Unis ici qui ne font pas de déclaration au niveau des income tax, des revenus. Voilà, mais les autres 41 États, il faut non seulement faire le fédéral, il faut aussi faire le state. Voilà, pour l'État, pour chaque État. Il y a la déclaration fédérale et puis il y a la déclaration pour chaque État. Bon, je n'ai pas de limite. Avec aujourd'hui le développement de la technologie, voilà, ça rapproche les gens. Plus besoin de s'asseoir dans un bureau, attendre que le client vienne vous voir. On peut faire en ligne, il y a les options de Zoom. Ou bien par email, les gens ils envoient les dossiers par email, les reçoivent, on communique, voilà, on discute des différents éléments qui rentrent en ligne de compte, qui va les favoriser plus ou moins dans les taxes. Et bon, au final, je leur donne une estimation, voilà, combien somme souvent, qui ne les convient pas souvent, bon, on essaie de discuter, voilà quoi, et puis bon, on trouve une solution à la fin. Bon, il n'y a pas vraiment de frontières au niveau des taxes. Voilà. Ok. Alors, je tiens à rappeler que Alice là est disponible. Ces informations sont présentées ici à l'écran, son numéro de téléphone et son email. Si vous avez besoin de conseils et vous aimeriez travailler avec un expert, n'hésitez pas à le contacter. Alors,
nous avons deux dernières questions avant de terminer notre interview. Quels sont des conseils? En général, la plupart des personnes font leurs taxes elles-mêmes. Quelles sont, par exemple, les personnes qui ne s'y connaissent pas très bien et qui seraient tentées de faire elles-mêmes leurs taxes? Pour ces personnes-là, c'est un peu délicat. Je les conseillerais vraiment de consulter quelqu'un qui est dans le domaine dans un premier temps. Surtout s'ils n'ont jamais eu à faire les taxes, ce qui est pratiquement impossible pour quelqu'un qui n'a jamais fait les taxes de se lever comme ça d'eux-mêmes pour faire les taxes. Il faut au préalable consulter quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine et comme je l'ai fait personnellement, apprendre à partir de là. Voilà, vous pouvez poser des questions. Hein. J'ai des clients qui posent beaucoup de questions, qui sont curieux de savoir certaines informations et autres. Bon, personnellement, je ne veux pas tout dévoiler, toute ma connaissance, je ne veux pas tout dévoiler juste en 30 minutes ou 40 minutes, c'est presque impossible. Hein. Mais bon, je dirais que c'est très important de savoir ce que vous faites. Il y en a qui ont essayé d'eux-mêmes juste pour pouvoir économiser un peu sur les frais. Hein. Voilà, tu dois payer à l'agent des taxes pour pouvoir économiser peut-être $200, $150, $200, $300. Qui sont allés, qui ont mis des informations, pas forcément qui l'ont fait frauduleusement, mais qui ont mis des informations qui n'étaient pas appropriées, qui leur ont créé des problèmes plus tard. Et c'est là qui maintenant se présente devant, qui consulte un expert de l'État pour pouvoir les aider. Bon, je conseille à toute personne qui veut faire les taxes de se rassurer qu'ils savent de quoi il s'agit, de savoir de savoir vraiment ce qu'ils font avant de s'y engager. Ouais. OK. Un dernier mot pour la fin, Ali? Oh, OK, bon. J'aimerais bien saluer toute l'audience, tous ceux qui suivent ce direct. Salut spécial aux anciens basketteurs ivoiriens, comme je suis un ancien basketteur aussi. Je ne vais pas citer de nom, mais bon. Peut-être qu'on vous fera venir un autre jour pour parler de votre carrière sportive. Bon, voilà. C'est une modeste carrière, mais bon, voilà quoi. Bon, c'est tout ce que j'ai. Hein. Bon, je souhaite en tout cas bonne chance à tout le monde. Je demande aussi à toute la population mondiale, hein, pratiquement, de se protéger contre ce virus-là qui est en train de ravager le monde entier. Bon, en dehors de ça, je te souhaite, je vous souhaite bonne chance à vous aussi, Serge, dans votre carrière. Je sais que vous avez déjà fait grand chose, vous avez été docteur en pharmacie. Bon, maintenant, dans le domaine de la communication, des émissions, je vous souhaite beaucoup de chance et espérons qu'on se reverra bientôt. Très bien. Ali Sylla, je vous remercie. D'accord, merci. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi mon émission d'aujourd'hui sur le système des taxes aux États-Unis avec Ali Sylla. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez lui envoyer un email ou l'appeler sur son numéro de téléphone à 832 724 97 19 ou nous contacter nous directement et à les Africains des Amériques à contact@africain-amérique.org. Laissez aussi vos commentaires sur notre page Facebook à les Africains d'Amérique-officiel. Nous avons aussi une chaîne YouTube, les Africains d'Amérique, à laquelle vous pouvez souscrire afin de recevoir toutes nos vidéos précédentes. Sur ce, je vous dis au revoir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission des Africains d'Amérique et vous faire découvrir un autre immigrant africain qui fait la fierté du continent en Amérique du Nord. Bon début de semaine à toutes et à tous et à très bientôt.